Bonjour Clémentine. Bonjour Pierre, bonjour Pablo, bonjour à tous. Salut Pablo. Bonjour. Bon, Clémentine, on va se tutoyer cette fois-ci parce que bon, on va arrêter de faire semblant, on se connaît quand même plutôt pas mal. Tu es la co-directrice de la revue Regard avec Elsa Fossillon. Tu es aussi députée de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On va revenir ensemble sur la crise que l'on traverse en ce moment et puis sur la gestion par l'exécutif de cette crise. Emmanuel Macron, avant-hier, a dit son inquiétude sur la hausse des inégalités, notamment dans les quartiers populaires. Je suppose que tu fais le même constat dans ton département et aussi sur l'ensemble de ta circonscription. Le gouvernement va mettre en place une aide d'une centaine d'euros pour les ménages les plus modestes. Une aide qui sera modulable visiblement en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Ça va suffire selon toi? Est-ce que tu salues cette décision? Non, ça ne va pas du tout suffire. Et d'ailleurs, quand le président de la République est venu en Seine-Saint-Denis à Pantin, il a remercié et salué les personnels soignants et aussi les habitants de respecter le confinement. Ça, c'est bien. Il faut le dire et le répéter. En Seine-Saint-Denis, les gens, globalement, respectent toutes les règles qui sont dictées à peu près de la même manière que sur l'ensemble du territoire, contrairement à la stigmatisation ou à ce qu'on peut en voir à l'image. Mais dire merci, ça suffit absolument pas et nous avons alerté depuis très longtemps sur les inégalités structurelles puisqu'en fait, il y a une rupture d'égalité. L'État donne moins en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements, indépendamment de la situation sociale de ses habitants. Et ça fait très longtemps que ça dure. Et du coup, on a aujourd'hui un système de santé qui est beaucoup moins performant qu'ailleurs puisque nous avons 3 fois moins de lits dans les places de réanimation. Voilà, que nous avons quand même 37 villes sur 40 qui sont des déserts médicaux et une population qui est fragilisée là pour le coup avec sa situation sociale et qui, face au Covid, va moins consulter que les autres populations. Donc c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on sait que si on tarde trop, on arrive dans une situation de santé qui est dégradée et c'est pourquoi la mortalité, c'est une des raisons en tout cas pour lesquelles la mortalité y est plus forte. Il faut ajouter le fait que en Seine-Saint-Denis, le taux d'obésité, de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire de tout ce qui façonne la comorbidité avec le Covid-19, y est plus important. Et ça, c'est vraiment lié aux inégalités sociales qui se trouvent être aussi territoriales. Donc la Seine-Saint-Denis est un miroir de la pauvreté et des inégalités qui font que la situation est différente face au Covid par rapport à l'ensemble de la France ou même à l'ensemble de la région Île-de-France. Et qu'est-ce que tu pourrais demander, enfin, qu'est-ce que vous pourriez demander, vous, les insoumis et peut-être aussi les communistes, précisément pour cette population de Seine-Saint-Denis, pour pas que tout le constat que tu viens de faire soit aussi accablant? Alors, il y a tout ce qui est structurel et qui vient de loin, c'est-à-dire que les politiques d'austérité, cette rupture d'égalité, il faut la combler. Or, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir vraiment l'écoute des gouvernements successifs. Et en dépit du fameux rapport dit Cornu-Gentil, qui a permis de mettre en lumière cette réalité et aussi de mobiliser l'ensemble des élus, toutes tendances politiques confondues, pour interpeller le gouvernement, je trouve qu'on a avancé dans la prise de conscience qu'il y avait un problème spécifique dans notre département et qu'il fallait combler. Ce problème, c'est-à-dire la place des services publics, des politiques diverses et variées qui font que nous n'avons pas la même situation qu'ailleurs, indépendamment, encore une fois, de la fragilité sociale des habitants. Ensuite, toute politique qui permet de faire en sorte que nous avons une production suffisante de masques, de tests, de gel hydroalcoolique, donc tout ce qui permet d'envisager le déconfinement est On va revenir évidemment dessus, Clémentine. On va revenir une dessus. solution pour les habitants de la Seine-Saint-Denis comme pour les autres. On va revenir sur les annonces sur le déconfinement, mais quand même un mot, Emmanuel Macron a quand même annoncé lui-même le déconfinement avec une date, le 11 mai prochain. Et pourtant, hier, on a entendu Castaner, Darmanin, on a même entendu le Premier ministre relativiser, ou en tout cas jouer des mots pour dire que tout n'était pas acté, que tout n'était pas aussi simple que ça. Comment est-ce que tu interprètes justement ces prises de parole post-président de la République, qui a lui-même annoncé le déconfinement le 11 mai, et dans le même temps, ses ministres, son Premier ministre, relativiser et dire que on allait mettre en place le dispositif, que ce n'était pas prêt pour le moment, mais que bien avant le 11 mai, il serait sans doute prêt, que le Premier ministre annoncerait devant les parlementaires ses options. Et on sent quand même qu'il y a un véritable décalage entre ce qu'a dit le président de la République. On a même presque l'impression qu'en fait, ils ont découvert la locution du président, du membre du gouvernement. Oui, alors c'est comme ça à peu près depuis le début en fait, c'est-à-dire qu'on se demande s'il y a un pilote dans l'avion et on a un grand sentiment de flottement, de discours totalement contradictoires et ça joue
en défaveur de l'exécutif parce que les Français sont de plus en plus défiants à l'égard de la politique gouvernementale puisqu'on n'a pas l'impression qu'il y a un plan organisé qui va nous permettre d'affronter la période, mais que le gouvernement navigue totalement à vue et y compris avec des discours contradictoires entre les différents ministres. Le fait que hier, avant-hier, le président de la République ait pris la parole, mais que le lendemain, on nous explique que finalement, c'est le Premier ministre qui nous expliquera comment on peut arriver le 11 mai à sortir de la phase de confinement. On voit bien que les choses avancent en marchant, mais sans être clairement organisées. Et c'est dangereux, je trouve. C'est assez dangereux parce que je vois dans le milieu enseignant, par exemple, l'annonce du président de la République expliquant que les écoles pourraient réouvrir le 11 mai. Alors, les écoles, les crèches, mais vous avez vu, pas les universités. Ce qui est quand même assez intéressant parce que ça permet de comprendre la logique. Elle n'est pas scolaire, elle n'est pas celle du bien commun d'abord et de la santé, elle est celle de relancer la machine économique et de permettre aux parents d'aller travailler. Puisque justement, sur l'école, Clémentine, le fait que le ministre Blanquer ait annoncé lui-même que l'école serait possible mais pas obligatoire, ça doit vous faire bondir, ça doit te faire bondir. Non, mais c'est absurde. Non, mais de toute façon, on ne comprend pas très bien parce que les restaurants sont fermés, mais les écoles peuvent rouvrir. On ne comprend pas. Il n'a pas dit non plus, je ne sais pas quelles peuvent être les mesures sanitaires, puisqu'il dit, le président de la République, qu'il faudra garder la distanciation, les règles sanitaires. Mais les règles, c'est notamment la distance de 1 mètre, c'est des masques. Et pour l'instant, on ne voit absolument rien venir, puisqu'il dit qu'on ne multiplierait que par 5 le nombre de masques produits d'ici 11 mai. Alors là, je ne vois pas très bien comment on équipe la population et comment on peut ainsi envisager le déconfinement. C'est quand même une immense forfaiture, hein, parce que c'est le sentiment que l'État n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une maîtrise de sa production et que la souveraineté n'est pas assurée. Et ça, c'est gravissime, et je pense que ça dit l'importance à repenser les normes de la société aujourd'hui, le sens de ce qu'on produit, mais aussi comment on peut être acteur, actrice et décider de ce que l'on produit. Alors justement, tu as parlé des masques, mais il y a aussi les tests. Le président de la République l'a affirmé, il n'y a pas de sens à tester les asymptomatiques. Ça a du sens, ça, pour toi? Non, mais c'est tout le problème de l'intervention du président de la République, parce qu'on peut trouver quand même positif le fait qu'il n'ait pas eu ce ton martial, guerrier qu'il avait eu dans ses précédentes interventions, mais si on écoute ce qu'il raconte, c'est pétri d'incohérences, et ça génère de l'inquiétude, parce que si on ne teste pas les asymptomatiques et qu'on les laisse dans la nature, les asymptomatiques, ils transmettent le virus, et donc potentiellement la maladie. Donc, ça n'a je ne comprends absolument pas. Soit on a une logique de test et de confinement des personnes malades ou des personnes testées positivement, et on laisse ceux qui sont testés comme n'ayant pas le virus pouvoir circuler. Et là, on voit à peu près la logique. Mais dire on ne teste que les malades, ceux qui ont des symptômes et pas les autres, honnêtement, c'est d'une immense incohérence. Et ça génère vraiment du stress et de la peur dans la population. Et d'ailleurs, vous avez vu le sondage, 59% des Français n'ont pas confiance dans l'exécutif pour affronter la crise. C'est quand même grave. C'est assez grave comme situation. Alors, hier, Le Monde a publié une tribune de plusieurs dizaines de responsables politiques avec des responsables d'organisations non gouvernementales, des syndicats, mais aussi des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, parmi lesquelles, en tout cas dans les signataires, on retrouve Laurent Berger, le patron de la CFDT. Il y a aussi la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, des entreprises comme L'Oréal ou Unilever, qui veulent dire quelque chose quand même, et Yannick Jadot. Ils en appellent tous à un autre monde de prospérité. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette tribune ? J'avoue que les bras m'en sont un peu tombés parce que j'étais très étonnée de voir, très étonnée, ou en tout cas c'est un élément de clarification, de voir des signatures comme celle en effet d'Yannick Jadot, Michel Rivasi ou Laurent Berger aux côtés de signatures de ministres. Il y a 3 ministres qui ont signé cette tribune. Il y a plus de 30 patrons de grandes entreprises. Tu as cité L'Oréal, Unilever, Coca-Cola, enfin on ne va pas faire la liste, mais c'est assez nombreux. Et avec un texte qui salue, pour commencer, les gouvernants européens et de chacun des pays. Donc, c'est vraiment un exercice très étrange parce que le texte dit la relance doit être verte, en gros, mais en faisant confiance à ceux qui nous gouvernent
aujourd'hui et en faisant confiance dans la volonté politique de ceux qui dirigent et aux côtés de grands groupes dont nous savons très bien qu'ils tournent le dos dans leurs pratiques concrètes à toute transition environnementale et à toute logique de justice sociale. Donc, je trouve que c'est de nature à porter caution à ceux qui aujourd'hui décident et certainement pas à tracer le chemin d'une voie alternative qui permettrait de rassembler des forces sociales et écologiques qui proposeraient un autre modèle de développement, profitant d'une certaine manière, si tant est qu'on puisse en profiter, parce que la crise, on dit ça peut être une chance, c'est surtout beaucoup de drames et c'est quand même tragique, avant tout tragique, mais effectivement, il faut saisir ce moment pour essayer de modifier, de bifurquer dans notre modèle de développement et dans notre économie et ses logiques fondamentales. Et alors justement, c'est exactement ce que vous essayez de faire, parce que vous avez répondu, tu as répondu avec d'autres dans une tribune aujourd'hui dans Le Monde qui s'appelle Comment ne pas redémarrer pour tout recommencer. Ça ressemble à quoi le monde dont tu parles là? Ce monde alternatif, ce monde d'après? Je pense que ce monde alternatif, déjà, il doit se poser la question des besoins. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Et je trouve que dans la crise sanitaire qu'on traverse, on est en train d'avoir un grand bouleversement de la hiérarchie des normes et des priorités. On se rend compte que les premiers de cordée, ce n'est pas les traders, c'est plutôt les infirmières, les caissières, tous ceux qui permettent de faire tenir l'économie de nos vies, tout simplement. Et donc, se poser la question des besoins, c'est remettre en cause aussi les logiques consuméristes, c'est se donner les moyens de regarder en face les catastrophes climatiques qui peuvent nous attendre et donc de repenser une économie, un fonctionnement de la société qui soit tourné vers l'essentiel, vers nos besoins, notre exigence de liberté et non pas vers la logique du profit ou le productivisme qui ont, tout au long du XXe siècle, donné le là dans l'organisation sociale. Et ça, c'est plus possible. Donc c'est ça que nous disons. Donc, du coup, quelles activités on redémarre? C'est se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui finalement ne sert à rien, quelles sont les activités dont on devrait se passer. Quand j'entends, par exemple, Aurore Berger nous expliquer que dans le moment qu'on traverse, c'est important de donner du souffle à la publicité parce qu'il ne faut pas que ce secteur tombe à terre, on peut s'interroger et se dire est-ce que c'est vraiment une priorité, le monde de la pub qui non seulement abîme d'une certaine manière nos désirs, puisqu'elle oriente de façon compulsive l'achat, mais on est très très loin en tout cas de la société que moi j'ai envie de voir advenir, qui remette en cause la marchandisation de tout et n'importe quoi. Et je trouve que déjà avoir le sens, c'est pas mal. Comme disait Lucien Sèvres, qui vient de mourir d'ailleurs du coronavirus, Lucien Sèvres, il nous disait « Commençons par les fins ». C'est très joli cette phrase parce que je pense qu'aujourd'hui, la question du sens et des finalités, elle nous arrive en boomerang et peut-être que c'est en effet l'occasion de bâtir et de rassembler de façon inédite des forces et des individus, des collectifs qui ont cette envie d'en découdre avec ce monde de la finance et cette espèce de grand marchandisation de tout à l'échelle internationale, on voit bien que ça ne va pas du tout. Il faut relocaliser l'économie, il faut mettre un coup de frein à la finance, il faut développer les biens communs, il faut que la santé, l'éducation, la culture soient des priorités par rapport à d'autres. Et ça dit un peu le sens quand même, je crois, de ce qui peut nous rassembler et dessiner un monde d'après qui ne ressemble pas à celui d'avant. Rapidement, Clémentine, j'ai une dernière question. Ce soir, le Big Bang, dont tu es l'une des initiatrices, lance son Big Bang Réplique 1. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand? C'est ce soir à 18h sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Et on lance là quatre débats. Ce soir, ça commence par un débat animé par Elsa Faucillon, qui est co-directrice de Regard, qu'on connaît bien ici, et qui recevra Isabelle Laurent, Caroline Fiat et Mathilde Larère pour discuter des urgences dans l'hôpital. La semaine prochaine, pareil, mercredi 18h, j'animerai un débat sur de quoi avons-nous vraiment besoin. Guillaume Ballas animera le suivant sur la question de la démocratie en posant la question de qui décide. Et Alain Coulombelle d'Europe Écologie Les Verts animera un débat sur l'effondrement. Ce sera la semaine, les semaines donc ensuite chaque mercredi, et puis on continuera. On a plein de questions qui nous taraudent sur la place de l'État, sur les libertés publiques, donc on allura un temps.
On a de la visite, Clémentine. Ah, ça sonne. Bonjour Eva Volt. Bonjour. Vous êtes travailleuse du sexe, vous êtes coordinatrice des Parapluies Rouges et aussi trésorière du STRAS, le syndicat du travail sexuel en France. Et vous avez une question pour Clémentine. Alors, c'est à vous. Oui, du coup, là, la situation est très préoccupante pour notre communauté, puisque avec le coronavirus et le confinement, on est obligé d'arrêter de travailler sans aucune ressource. Depuis environ un mois, on tient grâce à des cagnottes et la générosité du public. Or, on alerte l'État pour qu'il mette en place un fonds d'urgence, sans quoi certaines personnes doivent reprendre le travail, se mettre en danger, ainsi que leur entourage. Il y a 26 députés de la majorité qui soutiennent notre revendication, mais nous aimerions aussi le soutien de la gauche. Madame Schiappa nous répond que c'est très compliqué d'indemniser les personnes qui ne sont pas déclarées en auto-entrepreneur. Pourtant, un crédit existe en faveur de la sortie de la prostitution et il est notoirement sous-dépensé au vu du faible nombre de personnes qui en bénéficient en temps normal. Cet argent qui est censé aider les travailleurs du sexe, cet argent est censé aider les travailleurs du sexe, mais les crédits non dépensés servent chaque année en réalité à des rééquilibrages budgétaires. À défaut de bénéficier du droit du travail et des protections sociales, comme pour les autres travailleurs de l'économie formelle, seriez-vous d'accord pour demander vous aussi la création d'un fonds d'urgence et de pallier ainsi des défaillances de l'État? Clémentine. Oui, alors on a une position de fond divergente, puisque je ne partage pas avec le SRAS le fait de réglementer le travail des travailleuses sexuelles, c'est-à-dire en fait de sortir du régime actuel qui est abolitionniste. Moi, je suis profondément abolitionniste, mais pour autant, je pense qu'en effet, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un problème et une urgence sociale là aujourd'hui. Donc moi, je partage la nécessité en tout cas d'intervenir et de trouver le biais. Ce n'est pas évident parce que vous ne rentrez pas effectivement dans des cases de normes de droit existantes, mais il y a ce fond. Et vous avez raison de le souligner parce que je suis déjà intervenue à l'Assemblée face à Marlène Schiappa pour le dénoncer, puisque quand ils ont fait leur volet contre les violences faites aux femmes, ils ont pris dans le fond qui est dédié aux enjeux liés à la prostitution et ils l'ont rendu plus faible. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire très attention parce que ce fonds doit être abondé. Il est très important. Il vient en soutien aux prostituées. Et donc, je crois en effet que dans ce moment-là, c'est important de sonner l'alerte et qu'il y a un carnage social qui est devant nous avec probablement 7 millions de personnes qui peuvent se retrouver au chômage dans les mois qui viennent. C'est considérable. Et donc, des gens qui vont être aussi en rupture de droit et des gens qui, comme vous, n'ont pas de situation solide du point de vue du droit pour justement arriver à faire face dans ce moment extrêmement difficile. Donc, il faut débloquer de l'argent pour que personne ne se retrouve sur le carreau. Et effectivement, la question que vous soulevez pour les travailleuses du sexe est un vrai sujet pour les femmes et les hommes qui vivent de la prostitution et qui sont aujourd'hui empêchés de revenus. Alors, vous comprenez ma difficulté, c'est que moi, je ne suis pas pour cette reconnaissance-là parce que je suis pour la démarchandisation du corps et d'avancer vers une logique de recul de toutes les formes d'exploitation. Donc, je ne suis pas pour en normaliser, mais c'est un débat qu'on aurait et qu'on a eu et qui traverse d'ailleurs la gauche de façon très, très forte. Mais pour autant, je ne suis pas du tout dans le déni ou en tout cas dans la mise au banc de celles et ceux qui aujourd'hui se trouvent dans cette… Ça veut dire, Clémentine, pour répondre à la question d'Eva, par exemple, si tu aurais la possibilité d'intervenir, d'interpeller le gouvernement sur la demande d'urgence de la situation des travailleuses du sexe? Oui. Et je remercie de la question parce que je vais le faire. Très bien. Bon, ben, merci à toutes les deux. Merci. À bientôt. Salut Pablo. Merci. Ciao, ciao.